Bonjour, bienvenue sur le salon d'Ideos consacré aujourd'hui à la location de voitures. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à la location de voitures parce que beaucoup parmi vous envisagent de venir en Croatie et s'interrogent sur la pertinence ou pas de louer une voiture. Et c'est quand même très important, en effet, d'évaluer les besoins qu'on a, éventuellement d'ailleurs de remettre en question certaines habitudes qu'on pourrait avoir en général, d'arriver en Croatie, de prendre la voiture systématiquement à l'aéroport et de la rendre au jour du départ. C'est assez classique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités qu'en fonction des projets qu'on envisage, on peut souvent faire des économies en évaluant vraiment ses besoins pour la location de voiture. Donc ça, c'est déjà assez important de le prendre en compte. Il est évident que la location de voiture, c'est réservé à des profils de personnes assez spécifiques, soit des itinérants qui ont envie de vraiment sortir des zones de confort, des sentiers battus, comme on dit, qui ont envie de pouvoir bouger comme ils veulent, quand ils veulent, et dès qu'on veut aller à l'intérieur des terres, qu'on veut explorer de façon approfondie, la location de voiture est un impératif parce que ça permet de vraiment faire ce qu'on veut comme on veut. Le bus, c'est réellement réservé à des personnes qui veulent pas trop s'embêter, qui veulent aller dans des destinations très touristiques, hein. Donc en général, les villes sont les mieux desservies, les villes principales, Split, Zadar, Trogir, Šibenik en Dalmatie, éventuellement un peu Makarska, mais ça reste assez limité à la zone de Makarska en fait et à Split éventuellement. Il faut savoir qu'en Croatie, en fait, le bus est organisé de telle sorte qu'en fait la ville principale de chaque région est desservie pour l'ensemble de la zone et elle va donc essayer d'aller dans un périmètre de 50, maxi 100 km. Ensuite, il y a des liaisons évidemment nationales, hein, qui permettent d'aller de Dubrovnik vers Split, puis de Split vers Zadar, Zadar éventuellement, les lacs de Pivice et Zagreb, ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que du moment qu'on veut sortir des zones très touristiques, la voiture de location, ça va être très pratique, quelle que soit la saison. Alors surtout en basse saison, enfin moyenne et saison également, parce qu'il faut bien comprendre que si le tourisme n'est pas encore vraiment de retour, le nombre de liaisons de bus reste limité. Ça signifie qu'ils vont les optimiser en créant forcément des étapes éventuelles pour prendre d'autres visiteurs. Donc les trajets sont aussi beaucoup plus longs hors saison. En saison, comme il y a beaucoup de touristes, normalement, ils ouvrent le plus de liaisons possible. La location de voiture, donc, c'est finalement se débarrasser de ces contraintes qui, à un moment, peuvent devenir un peu pénibles parce que si on veut aller donc dans les environs des destinations en question, on est obligé d'avoir une voiture et on est un peu limité. Donc, si vous décidez de louer une voiture, l'important, c'est de bien cibler ce dont vous avez besoin exactement. C'est aussi réfléchir à l'ensemble de votre voyage pour adapter le modèle que vous allez retenir par rapport au lieu que vous visitez. Parce que même si on a tendance à dire que les routes sont très bonnes en Croatie, et c'est tout à fait vrai, toute la route magistrale, elle est quand même extrêmement bien entretenue. Mais il faut savoir que dans l'intérieur des terres, où c'est peut-être plus aléatoire, mais surtout sur les îles, les petites routes peuvent être extrêmement mal entretenues et on n'est pas à l'abri de petits incidents, voire d'accidents. Et à ce moment-là, les franchises et tout ça, ça peut coûter assez cher, hein, et c'est pénible. Donc, quand on veut aller, par exemple, en Croatie pour faire du tourisme, faire un road trip, par exemple, pour avoir une approche un peu sympa ou l'ensemble du pays, ou même la diagonale entre Zagreb et Dubrovnik, il suffit quand même qu'on va rouler. Donc, on peut prendre une voiture économique sans problème, mais dire voiture économique, mais de moyenne taille, pour pouvoir rouler confortablement, que ce soit dans les zones de montagne, dans les zones intérieures des terres qui sont souvent quand même aussi assez montagneuses, et donc sur les routes des îles, puisque en général, il y a une route principale sur chaque île. En fait, il y a normalement un axe qui est à peu près bien entretenu. Ensuite, dès qu'on est amené à quitter pour aller dans les petits chemins et des petits villages éventuellement, et on n'est pas à l'abri d'avoir envie d'y aller justement pour voir un peu à quoi ça ressemble, on est vraiment sur des chemins beaucoup plus précaires. Et ça, c'est quelles que soient les îles, en fait, hein, parce que ce sont des îles sur lesquelles les habitants, certes, vivent à l'emmener souvent, et donc tout est fait en fonction de leurs besoins. Eux sont contents, ils y sont habitués, donc ils ont une bonne connaissance des lieux, mais pour les touristes, c'est un peu moins le cas, donc il faut prendre en compte ces éléments. Donc, ne pas hésiter évidemment à adapter le véhicule, parce que souvent, on prend les petites voitures qui sont
surtout pour les zones urbaines, en fait, hein, ou pour les, trajets limités et en fait, ça se retrouve quand même assez vite du moment qu'on va s'éloigner, de 50-100 kilomètres, même si les voitures, elles roulent partout, hein, en général, mais sur une île, une petite voiture n'est pas spécialement une bonne idée. Il vaut vraiment mieux prendre une voiture, certes économique peut-être pour le budget, mais qui soit donc moyenne et qui permet d'aller un peu sur tous les terrains. Pas la peine d'aller prendre, des véhicules tout terrain, hein, c'est pas du tout nécessaire, mais en réalité, il faut quand même l'anticiper par rapport au budget parce qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte que la location de voiture, elle a bien conscience de tous ces éléments et elle essaie de cibler le mieux possible finalement les besoins de ses clients. Donc certains qui vont, choisir un séjour dans une ville type, Split, ce qui est assez fréquent en fait quand on débarque à l'aéroport à Split, on reste à Split pour une semaine par exemple, on peut se contenter sans problème d'une petite voiture, hein, dans la mesure où on n'a pas envie d'aller faire l'ascension du Biokovo, aller découvrir l'île de Brač ou celle de Hvar. Si on veut juste aller dans les petits villages environnants de la baie de Castella, vers Omi, si on veut se rendre même, sur la magistrale, sur la Riviera de Makarska, sur les petites stations, il n'y a pas de souci avec une petite voiture, mais là, ça ne serait pas très pertinent. Il vaut mieux toujours prendre un véhicule qui permettra donc de sortir un peu et d'aller sur toutes les routes sans difficulté. Pour les éléments importants à connaître en Croatie, en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, qui s'appellent les assurances à sortie de frontière et les assurances pour prendre les ferries. Parce qu'il y a beaucoup d'îles en Croatie et depuis des années maintenant, les agences de location se sont mises à faire payer une assurance pour autoriser leur voiture à emprunter un ferry. Il se trouve donc que normalement, ces frais-là devraient vous être indiqués, mais beaucoup de sites les cachent ou les indiquent dans les petites astérisques ou pas du tout d'ailleurs, hein, et les pratiquent en surcoût en fait au moment de la prise du véhicule. Quand on fait l'ensemble de la révision de la réservation que vous avez faite, on va vous demander si vous allez sur les ferries, par exemple, si vous allez prendre des ferries pour aller sur les îles ou si vous allez sortir des frontières, hein, pour aller en escapade à la journée au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine. Et donc à ce moment-là, il faut absolument évidemment répondre. Il ne faut pas cacher les choses, hein, parce qu'on va le payer très cher si on décide de jouer au plus malin. Ce sont des assurances qui sont facturées en surcoût chez la plupart des assureurs, enfin des des loueurs en fait. Alors elles ont un coût qui est très variable, donc il est difficile de donner le juste prix. On va dire que pour, prendre un ferry, on est entre 30 et 50 € pour l'ensemble du séjour, donc avec la possibilité de le prendre de façon un peu illimitée, hein, autant qu'on veut. Et pour la sortie de frontière, c'est très variable parce que ça peut aller de 50-60 € pour le séjour jusqu'à 100 € ou 120 € dans certaines agences. Là, c'est quand même plus du tout la même chose. Et certains pays maintenant sont encore pires, hein, enfin, c'est-à-dire qu'il y a certaines agences qui ont décidé d'être encore plus sournoises pour ça et décident de faire payer par pays dans lequel on va. Donc, ce n'est pas sortie de frontière dans l'absolu, c'est sortir pour aller dans tel ou tel pays. Et à ce moment-là, si on veut aller en Monténégro, on paiera 50 €. Si on veut aller aussi en Bosnie, ben, on paiera à nouveau 50 €. Donc, il faut être très attentif. Alors, c'est loin d'être le cas de toutes les agences, hein. Par contre, c'est une pratique qui s'est beaucoup développée sur les comparateurs de prix. Parce que ça dépend aussi la connaissance qu'on a des locations de voitures, mais souvent, même quand on a l'habitude de voyager, finalement, le comparateur de prix, c'est quelque chose de très pratique parce que ça nous offre des tas de possibilités avec des classements de prix qui vont permettre de prendre en compte tous nos critères. Bon, il se trouve que les comparateurs de prix, au-delà de cet aspect pratique qui en quelques secondes sort les offres, ont quand même un gros défaut, c'est-à-dire que toutes les agences ont leurs conditions spécifiques. Ça suppose que vous allez devoir lire toutes les informations détaillées pour connaître tous les prix et les surcoûts de ces frais. Et je vous invite vraiment à le faire parce que ce sont bien ces informations détaillées qui créent les principaux problèmes avec les locations de voitures quand on est sur place et qu'on se rend compte de certaines informations qu'on n'avait pas évaluées et qui vont engendrer soit des surcoûts, soit des vrais problèmes. L'un des problèmes principaux, c'est la fameuse carte, de paiement. Quand on paie, en fait, par carte bancaire, on se pose rarement la question de la carte dont on dispose, puisqu'au final, l'important, c'est de payer. Pour une agence de location de voiture, en réalité, c'est très important de savoir quel type de carte a le client parce qu'en réalité, comme il y a des franchises éventuellement à prélever, il y a également, tout ce qui est donc, frais
spécifiques liées à des amendes que vous auriez, des contraventions qui auraient été reçues, par, le client. Tout ce qui est donc, les fameux problèmes, que vous n'auriez pas payés pour aller dans certains pays et où il va y avoir à payer, des, des contraventions également et puis avoir en plus des frais de dossier à financer. Donc ça signifie en fait que les agences doivent avoir la certitude de pouvoir prélever sur la carte bancaire et prélever aussi la caution, puisque rares sont les agences quand même qui ne proposent pas de location sans un minimum de caution. En tout cas, moi, je n'ai rarement vu. Il y en a une que je recommande, hein, c'est aussi pour ça qu'elle est autant promotionnée sur le groupe, hein. C'est parce que elle ne demande pas de caution, ce qui est de plus en plus rarissime, hein. Mais dans tous les cas, il faut que les agences puissent avoir la garantie de prélever à tout moment, en fait, pendant la réservation, l'argent dont elles auraient besoin pour couvrir tous ces éléments. C'est pourquoi elles demandent en général des cartes de crédit de manière à pouvoir ordonner à la banque le paiement de ce qu'elles estiment nécessaire par rapport à ces coûts éventuels qui se rajouteraient. Donc la carte de crédit, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Soit vous appelez votre banque pour vérifier auprès d'elle, et c'est toujours préférable de le faire dans tous les cas, pour demander déjà quel type de crédit exactement, quelle carte, je vais y arriver, quelle carte vous avez exactement, carte de crédit ou carte de débit. Et en fait, en France, on appelle souvent carte à débit différé, c'est-à-dire une carte de crédit. La possibilité, évidemment, de façon différée, de ordonner un paiement ou de demander le paiement de quelque chose, en fait. Donc à partir de là, c'est vrai que, l'important, c'est de vérifier la carte dont vous disposez. Carte de crédit donc, soit vous regardez sur votre carte, il peut y avoir l'indication et comme ça, bon, vous avez déjà, une info, mais ne vous limitez pas à celle-là, préférez aller, vérifier auprès, de votre agence bancaire pour, savoir que vous avez bien une carte de crédit. Si, vous avez une carte de débit, vous avez 2 solutions et c'est pas très compliqué non plus. Soit vous cherchez les quelques agences, et j'en recommande certaines, qui acceptent la carte de débit et à ce moment-là, la chose est simple, vous n'aurez pas besoin de changer de carte et si toutefois vous voulez pas vous embêter et que ça ne vous pose pas trop problème de prendre une carte de crédit, vous devez la commander auprès de votre agence. Donc dans tous les cas, vous devrez recourir à la banque pour demander une carte de crédit, au moins pour la période de votre voyage. Alors, il est très important de savoir que quand on fait les réservations sur, les agences de location de voitures, on va indiquer des informations qui correspondent à une carte de crédit. Quand vous allez vous présenter, vous allez devoir présenter exactement la même, parce que sinon ils peuvent refuser la livraison du véhicule. Ça, c'est important de le garder à l'esprit, parce que certaines personnes qui se rendent compte un peu en dernière minute qu'elles n'ont pas la carte, qui vont la commander, tout ça, risquent de ne pas pouvoir prendre leur véhicule. C'est très fréquent d'ailleurs. Il faut toujours avoir la carte qui a été communiquée lors de la réservation qui a été finalisée. Avant d'accepter toute la réservation, on vous fait passer plusieurs étapes, hein. Finalement, quand vous avez validé et que vous avez décidé de réserver, vous êtes engagé et vous avez vérifié toutes les informations, notamment le type de carte. Ça signifie en fait que vous étiez conscient de ce qu'on vous imposait. À ce moment-là, vous n'avez pas de solution de rechange parce que vous êtes engagé avec les informations que vous avez communiquées. Donc, pensez bien à réserver une fois que vous avez fait toutes ces vérifications et pas sans regarder, en fait, parce que vous trouvez une offre et après vous rendre compte en dernière minute que vous devez faire des changements et que l'agence, en fait, va s'y opposer. Ça signifie qu'en gros, vous allez devoir payer pour la réservation que vous aviez prise. Éventuellement, vous risquez de même pas pouvoir l'annuler. Selon quand vous vous y prenez, il y a peut-être plus de possibilités et en plus, vous devrez retrouver une location. Donc, c'est quand même pas du tout pertinent. La location de voiture, vraiment, ce qui se pose, c'est cette question de carte. Parce que les personnes qui se retrouvent à présenter leur carte et à se l'avoir refusée, en réalité, il y a souvent 2 situations. Soit l'agence est stricte et va décider de ne pas vous livrer le véhicule et à ce moment-là, vous devez chercher en dernière minute, et donc à plein prix, une nouvelle voiture. Soit on va vous proposer un surcoût qui est non négligeable et qui correspond en général à ce que coûte par jour une couverture, d'assurance qui prend en compte finalement la franchise à zéro. C'est-à-dire quand il n'y a pas en fait de prélèvement à faire,
parce que, si vous avez le moindre accident, finalement, on est à franchise zéro, donc vous ne devez rien payer de plus et à ce moment-là, c'est vrai que ces assurances sont souvent les plus chères, hein. Elles sont entre 20 et 30 € par jour dans la majorité des loueurs. Après, bah, sur internet, on trouve des offres avec des assurances de ce type qui sont moins chères, mais comme souvent, c'est aussi les comparateurs de prix qui nous ont induits en erreur, on se retrouve quand même avec des situations un peu pénibles à gérer. Alors, dans tous les cas, normalement, vous allez pouvoir vous en sortir, soit en acceptant ce surcoût, mais vous aurez peut-être l'impression d'avoir été un peu arnaqué, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est vous qui n'avez pas été vigilant, qui n'aviez pas fait attention à la carte et qui avez décidé, de finaliser sans vérifier tout ça, parce qu'ailleurs, vous aviez payé avec votre carte, ça n'avait pas posé problème. Il faut quand même prendre en compte que chaque pays a ses réglementations et ses modes de fonctionnement, que chaque agence donc a ses règles également et donc c'est pas parce que vous êtes allé en Espagne ou en Grèce et que vous avez pris les ferries sans payer une assurance que vous n'êtes pas obligé de le faire en Croatie et pareil donc pour la carte de crédit, c'est la même chose. La carte de crédit, c'est très important. C'est la source principale des problèmes, que rencontrent les voyageurs qui ont été un peu trop distraits et qui n'ont pas vérifié. Les autres éléments, en fait, qu'il faut regarder, c'est les franchises et les cautions. Alors les cautions en soi, c'est quelque chose qui peut poser problème parce que toutes les agences n'ont pas la même pratique de prélèvement de la caution. Alors certains la demandent, c'est-à-dire ils demandent la somme et ils la restituent quand vous avez terminé votre voyage. D'autres la gèlent ou la prélèvent avec les fameuses cartes de crédit donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander l'autorisation à votre banque de mettre de côté, cette somme et à ce moment-là, en fait, elle est pas disponible pour vous, hein, puisqu'elle est théoriquement utilisable pour l'agence qui a la priorité et à ce moment-là, bah, c'est sûr que ça peut apparaître sur votre compte, mais elle est quand même gelée et il y a des pratiques donc qui consistent à réduire les cautions le plus possible, mais je vous ai dit, rares sont les agences aujourd'hui qui fonctionnent sans caution. C'est quand même une base, hein, pour être sûr qu'en cas de problème, on a l'argent qui est disponible pour faire face à ce qui pourrait vous être arrivé. La franchise, comme vous le savez, peut-être, c'est ce qui va vous être demandé en cas d'accident, de problème, quels que soient les problèmes que vous rencontrez. En fait, il peut y avoir un un plafond, en fait, qui est à votre charge et qui donc, va varier dans les agences. Alors la franchise, c'est aussi quelque chose sur quoi on n'est pas trop attentif, mais dont on devrait prendre bien conscience. Parce qu'il y a plusieurs façons de fonctionner et les agences ne sont pas toujours soucieuses de détailler leur propre fonctionnement. En fait, il y a, des franchises partielles et il y a des franchises totales. C'est-à-dire que dans certains contrats, vous allez être obligé de payer le montant de la franchise qui est indiqué en fonction des problèmes que vous avez rencontrés. Et d'autres, en fait, vont vous facturer au prorata du problème et du coût de ce problème. Donc, en fait, la franchise peut être partielle et heureusement d'ailleurs parce que ce serait quand même un comble de devoir payer 1 300 € parce que vous avez un petit souci avec un pare-choc, sur une île, vous avez, eu malheureusement un dos d'âne, enfin quelque chose qui a engendré un petit souci et que vous soyez obligé de payer 1 300 € parce que, bah, voilà, il y a ce problème-là. La franchise quand même, ça coûterait très cher pour le problème qui est quand même très, acceptable et qui peut se résoudre en quelques centaines d'euros. Donc dans tous les cas, la franchise, il est important de considérer son montant, c'est-à-dire que plus le montant est élevé, plus il faut éviter, la location, parce que c'est un risque de devoir payer ce montant en cas de problème et donc les franchises raisonnables, c'est maxi 150-200 €. À ce moment-là, vous pouvez vous dire que même si vous avez un problème, que ça sera un petit surcoût, c'est pas du tout la même chose que de devoir payer 1 350 €. Il y a même des demandes de franchise à 1 600 €. Je ne sais pas où ils planent, hein, mais bon, c'est vrai que malheureusement, tout est possible, hein. C'est souvent le cas sûrement sur les comparateurs de prix qui cassent les prix. Parce qu'eux, en fait, ils essaient de capter les clients qui sont très attentifs au bon plan. Le problème, c'est qu'un prix cassé, ça il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de raison qu'on vous offre, une location de voiture à 10 € par jour, alors que la majorité des voitures se louent à 50 ou 60 €. Donc à ce moment-là,
quand vous décidez, de louer une voiture, mais évidemment, c'est des éléments importants que vous devez, prendre en considération, pour essayer justement, d'évaluer, ce qui est raisonnable ou pas. Donc une franchise, on doit rarement dépasser les 150 ou 200 euros. Dès que les franchises sont supérieures, il y a quand même un questionnement à se poser et à ce moment-là, en plus, si c'est une franchise complète qu'on doit payer quel que soit le problème, c'est là que les principales arnaques peuvent se trouver. Donc, ça, c'est important aussi à vérifier. Donc une fois qu'on a fait le tour de ces éléments, donc la franchise, la caution, les assurances, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très complexe parce que, vous le comprenez bien, toutes les agences, leur gagne-pain, c'est de vous proposer des assurances pour couvrir leurs besoins. Alors, en fait, la seule obligation que vous avez quand vous louez une voiture, c'est de prendre la responsabilité civile pour les dommages que vous causeriez à des tiers hors de votre véhicule. Donc celle-là, en fait, elle est imposée de base dans tous les contrats. Et en réalité, après, vous êtes amené à réfléchir pour avoir une couverture plus ou moins importante. Alors, beaucoup d'entre vous ont sûrement des cartes bancaires un peu spéciales voyage qui ont des, franchises, des rachats de franchises, des possibilités en fait liées à leur carte. Alors en Croatie, en réalité, voilà, il se pose 2 problèmes. D'abord, toutes les agences n'acceptent pas de reconnaître ces cartes parce qu'elles ne connaissent pas ce fonctionnement. Les Croates, ils n'ont pas des cartes avec des assurances, qui permettent justement de racheter les franchises et tout ça. Donc comme ils ne connaissent pas, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ce type de service. Donc déjà, ils peuvent décider de ne pas les reconnaître et pas les accepter. Il faut donc demander aux agences si elles sont d'accord pour accepter les couvertures avec une, carte bancaire. Après, il faut quand même demander auprès de votre, agence, à travers votre banque, l'agence et l'assurance donc vont vous donner les informations sur ce que comprend vraiment votre carte. Parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises, croire qu'on est assuré, qu'on est couvert pour tel ou tel problème, ne pas souscrire d'assurance, pour faire une économie, c'est logique. Et en même temps, se rendre compte qu'en fait, on s'est trompé dans ce qu'on croyait avoir. Moi, la première, je me suis rendu compte que ce que je pensais avoir comme couverture n'était pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Je n'avais pas vérifié, je n'avais pas lu et je me suis retrouvée avait le sentiment de m'être fait arnaquer par mon banquier qui lui-même était pas connaisseur, et qui avait vendu un peu à la légère son produit. Donc on n'est jamais assez vigilant. Donc si vous devez prévoir un voyage, utilisez votre carte bancaire parce qu'elle comprend des assurances. Demandez déjà ce qui est exactement compris dans votre carte, parce qu'en plus maintenant il y a plein de cartes, des ors, des argents, des platiniums, des enfin, ils savent pas quoi inventer. Alors sûr que normalement, plus elles sont chères, plus on est censé avoir une meilleure couverture. Mais dans tous les cas, en fait, chaque agence bancaire fait un peu sa politique. Donc, on est toujours bien avisé de contacter l'assurance de la carte bancaire pour demander déjà ce qui est compris exactement dans la carte, donc ce qu'on ne va pas avoir à souscrire auprès de la location de voiture. Et ensuite, comment ça fonctionne quand un problème éventuel intervient, c'est-à-dire quelles sont les démarches, pour être sûr justement d'avoir une agence coopérative en face. Que pourquoi y a-t-il des problèmes si vous avez payé en vous disant que votre carte bancaire couvrait les assurances et que vous n'allez pas recourir à celle de l'agence. L'agence, elle s'en moque, elle prélève vos franchises puisqu'elle a le droit de le faire. Elle prend donc tout l'argent dont elle a eu besoin et puis en fait, c'est pas son problème de savoir comment vous êtes couvert et comment vous êtes, remboursé de votre franchise. Donc, c'est à vous évidemment de faire les démarches. Votre assurance bancaire va vous demander nécessairement des documents qui sont difficiles parfois à obtenir parce que les agences ne sont pas très conciliantes ou très, désireuses de répondre, Donc si vous avez besoin de documents type les factures des frais, les contrats complets, il faut que l'agence vous réponde. Vous n'êtes plus dans le pays, donc après pour obtenir les infos, c'est de plus en plus pénible et compliqué. Donc il est important d'avoir en amont pris les infos pour savoir comment fonctionne votre carte bancaire et ce à quoi vous devez souscrire ou pas. C'est pourquoi souvent on est amené à souscrire une assurance qu'on le veuille ou pas. Certaines agences vont inclure dans leur pack d'assurance des services comme ceux dont je vous ai parlé, qui sont la sortie de frontières ou l'assurance pour prendre des ferries.
Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fonction des contrats qu'on vous propose, vous allez pouvoir avoir ces services qui sont soit intégrés, soit rajoutés en option. Et donc, il est important de lire évidemment tout ce qui est pris en compte. Et malheureusement, ça reste toujours complexe, même je pense que les assureurs eux-mêmes en conviendraient. Quand on est du domaine, on se rend compte à quel point c'est difficile de comprendre exactement tous les cycles. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu par rapport aux assurances parce que c'est quand même important d'avoir un minimum conscience des cycles auxquels on est amené à faire face, parce que bah, c'est un peu du jargon pour nous. Comme je vous dis, à moins d'avoir des amis assureurs à qui vous demandez des infos et qui vont vous expliquer tout ça avec toutes les subtilités, mais sinon, bon, c'est quand même beaucoup galère. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'important, en fait, c'est de prendre en compte les éléments toujours avant la réservation pour avoir bien évalué vos besoins. Par rapport aux assurances, bah, c'est également important de savoir exactement ce que recouvre la couverture. Quand, par exemple, vous avez des assurances intégrées dans votre, carte bancaire, sachez que ça n'a rien à voir avec l'assurance sortie de ferry, ou sortie de frontière dont je vous ai parlé. Ce sont des services spécifiques aux agences de location de voitures croates qui sont liés à la réglementation du pays. Si vous voulez, tout ça n'est pas intégré dans votre carte bancaire. Donc en fait, vous allez être amené à payer les surcoûts de ces options. Vous n'allez pas pouvoir les couvrir avec votre carte bancaire qui, elle, en général, est assez classique, hein, et permet soit de couvrir les dommages qui sont faits à des tiers, soit ceux qui sont dans la voiture avec vous et qui n'étaient pas pris en compte peut-être dans l'assurance justement de base. Et votre contrat permet de vous assurer que les personnes à bord, s'il y a le moindre problème, vont être prises en charge. Parce qu'en réalité, quand vous assurez la voiture, on s'en rend compte en fait, hein, on assure des éléments très spécifiques de la voiture, le bris de glace, les pneus, bah, le vol ou les incendies. Ce sont des éléments, en fait, les collisions. Chaque assurance a son sigle, donc et va intégrer plus ou moins d'informations. Donc je vais vous montrer en gros les divers types d'assurances existants et après donc quand vous allez faire une prospection auprès des agences, il faut bien vous assurer que, les services sont comparables. Parce que si vous prenez une assurance d'un côté premium et que de l'autre vous avez vraiment l'assurance minimale, bah, c'est logique qu'il quand même il y ait une différence de prix notable, hein. Donc, en général, bon, CDR, c'est pour l'assurance la collision et en général, il y a une franchise. Elle peut être plus ou moins importante, hein, 500 000 €, c'est pas choquant, hein. Ensuite, CDW, donc, c'est vraiment pour essayer de limiter la franchise pour justement, ne pas se retrouver avec des sommes trop importantes parce que malheureusement, il faut toujours penser au pire. Donc en cas d'accident, si vous avez des franchises à 1 300-1 500 € et que vous voyez prélever de cette somme, peut être la même chose que si vous avez décidé de payer un supplément et que votre franchise justement, elle est à 150 ou 200 €. Ensuite donc, il y a la possibilité de couvrir les roues et donc tout ce qui est, glace, vitres et plus on va augmenter, plus on va aller vers soit la suppression des franchises, et donc une franchise zéro. C'est souvent dans le cas des offres qu'on appelle le casco, c'est-à-dire quand il y a tous les risques qui sont pris en charge, le vandalisme, tout ce qui peut être malveillance, les collisions, qu'on ne peut pas exclure, même en Croatie justement avec les animaux sauvages sur les routes, hein. Parce que certains, bah, il y a beaucoup d'animaux sauvages au bord des routes, dans les routes d'intérieur des terres, par exemple. On ne peut pas exclure qu'il se passe ce type de problème. Tout ce qui est dommages de vitres, réfraction, détérioration. Donc c'est vrai que tout risque, quelque part, le premium, ça a un coût, mais au moins on voyage un peu tranquille parce que ça permet de s'assurer que, dans le fond, on n'aura rien à payer en supplément. Et ça, c'est quand même très important parce que sinon, les agences proposent les garanties de base et on se rend compte qu'elles ne sont pas très importantes, ces garanties, hein. Collision, c'est vraiment limité, hein. Et ensuite, il faut aller vers quelque chose de plus développé parce que bah, c'est aussi un peu des nuances importantes. Quand on loue une voiture, c'est le conducteur qui est assuré, parce que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a d'ailleurs donné, la carte à son nom. C'est-à-dire que normalement, en Croatie, on exige que le conducteur principal du véhicule, ce soit lui qui soit le possesseur de la carte. Si par exemple, c'est votre femme ou votre mari et qu'en fait vous voulez être le conducteur principal, vous allez être obligé
de passer le propriétaire de la carte avec laquelle vous payez comme conducteur principal et rajouter un deuxième conducteur, ce qui peut avoir un coût. Un surcoût, voire même des fois un surcoût qui est quand même pas négligeable, hein. On doit être dans les 60-80 € pour ajouter un deuxième conducteur parce que malheureusement tout se paie. C'est vrai que très vite on va se rendre compte que ça chiffre et que, ben, il est important de prendre en compte tous ces éléments. Donc si on fait un petit récapitulatif de toutes les infos que j'ai essayé de donner. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre que l'évaluation de vos besoins, elle part de la prise en compte du projet de voyage que vous avez, des lieux dans lesquels vous allez vouloir vous rendre, du type de route. Évidemment, vous ne connaissez pas le pays, donc vous ne savez pas a priori quelles sont les routes que vous allez fréquenter, mais il faut partir du principe que, en dehors de l'autoroute éventuellement que vous allez prendre qui sera super et de la route, principale que tout le monde emprunte, si vous êtes amené évidemment à sortir un peu vers des routes intérieures, il faut envisager une voiture de location parce que, de toute façon, il n'y aurait pas de desserte de bus pour ces destinations-là. Et ensuite, il est important de couvrir votre voiture pour les risques par rapport à ce que vous envisagez comme projet. Donc là, pour le coup, le conducteur est celui qui est assuré pour les dommages qu'il cause, pour l'accident dans lequel il est impliqué. Sachez, ça on ne le sait pas toujours justement, c'est important de faire un recours avec la carte bancaire parce que les passagers ne sont pas couverts. Les agences, elles imposent en fait une assurance spécifique pour couvrir ce qui arrive aux passagers ou ce qui est à l'intérieur du véhicule, par exemple. Si on vous vole pendant que vous êtes avec votre voiture de location, ce sont des assurances encore supplémentaires. Et tout ça, c'est quand même très onéreux. Donc là, on est très content d'avoir des assurances éventuellement dans les cartes bancaires qui couvraient les passagers des voitures. Parce que sinon, il faut demander spécifiquement les couvertures pour tous les besoins qu'on a. Donc la carte de crédit, la carte de débit, c'est ce qui est le plus important à prendre en considération pour éviter tout déboire, tout refus de location au dernier moment ou tout surcoût qui, encore une fois, n'est pas une arnaque, mais c'est un manque de vigilance de votre part parce que vous n'aviez pas conscience que bah, la carte de paiement pouvait être un problème et que vous êtes exposé. C'est souvent quand même 80% au moins des déboires et des différends avec les agences de location. Voilà, je fais un petit tour de ce qui me semblait intéressant. Juste, pour rappeler que les surcoûts éventuels qu'on peut avoir, ils se trouvent à 3 niveaux. Alors d'abord, si vous avez moins de 25 ans, encore plus si vous avez entre 18 et 21 ans, mais on va dire que jeune conducteur, c'est jusqu'à 25 ans, souvent en Croatie. On peut vous imposer donc un surcoût de 60 € en général pour, couvrir le conducteur qui a donc moins de 25 ans. En général, il faut 2 ans de permis. Il y a quelques agences qui autorisent avec moins de 2 ans, mais à ce moment-là, elles vont exiger des couvertures premium. Parce que rien sans rien, hein, ils sont quand même pas fous. C'est-à-dire qu'on part du principe que si vous n'avez pas les 2 ans de permis, mais ça ne veut absolument rien dire, mais que vous allez compenser en prenant une assurance, 0 franchise. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes très bien couvert, même si vous avez moins de 2 ans de permis, finalement, tout est clair pour l'agence. Si vous avez donc plus de 65 ans, vous êtes également soumis à ces assurances en tant que senior. Alors, certains le font à 60, d'autres plutôt à 65, hein. Sur les comparateurs, on voit d'ailleurs, c'est souvent est-ce que vous avez entre 30 et 65 ans ou des fois c'est entre 25 et 59 ans, hein. Donc grosso modo entre 60 et 65 ans, au maximum 70 ans donc pour louer une voiture. Après 70 ans, on peut, ne pas vous louer la voiture. Parce qu'on estime que vous êtes un conducteur à risque. Ça, malheureusement, c'est réglementation de chaque pays. Bon, les agences que je recommande, normalement, il n'y a pas de problème, hein, sinon je ne les recommanderais pas. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, certains critères font que, bah, si on a un certain âge, on peut être amené à payer donc des surcoûts. Donc là aussi, ce même ordre pour les seniors, c'est dans les 60 € pour, l'allocation en plus. Les autres surcoûts éventuels, c'est évidemment prendre le véhicule en dehors des heures d'ouverture, ce qui n'est pas très pertinent. Au-delà du surcoût que ça génère, c'est surtout que quand on fait des prises de véhicules à 22 h, 23 h ou plus, alors qu'ils ont passé toute la journée à bosser intensivement, qui sont souvent de mauvaise humeur parce qu'ils sont obligés de faire du rab, pas toujours bien considéré d'ailleurs, et que dans les agences de location, il arrive quand même que les personnels soient un peu à cran et pas toujours sympathiques, en dehors des heures d'ouverture, ils vont souvent
accélérer les procédures. Ils vont pas être toujours vigilants pour l'état des lieux, ils vous laisseront pas le faire comme il faut. Donc dans tous les cas, comme je dis souvent, si vous devez arriver en dehors des heures raisonnables, c'est-à-dire à peu près 18h, 19h, hein, mieux vaut toujours débarquer à l'aéroport, rejoindre donc l'hébergement, à moins que vous ayez choisi de quitter l'aéroport, mais c'est rare quand même quand on arrive à minuit, qu'on se lance dans une route de 120-150 km pour rejoindre un lieu éloigné. Donc en général, on reste aux abords. Donc il vaut mieux toujours se baser dans les abords et ensuite donc prendre la voiture dans des bonnes conditions le lendemain, si vous en avez vraiment besoin, hein, pour essayer justement déjà de ne pas avoir à payer ces surcoûts. On est entre 60 et 80 € par, prise en fait ou remise de véhicule, hein. Donc si vous devez tout remettre en dehors des heures d'ouverture, vous êtes pour 140 ou 160 € de plus sur votre addition, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, éviter peut-être la prise de véhicule ou sinon le faire dans des conditions que vous imposez aux agences parce que, je vous dis, elles ont tendance à, quand elles ont passé 12 ou 15 heures à bosser, à faire, voilà, à la va-vite et ça, c'est pas bon pour personne. Bon, pour les rappels classiques, hein, mais on les rappelle jamais assez visiblement, vous êtes responsable du véhicule à partir du moment où vous venez de quitter l'agence, après avoir accepté l'état des lieux. L'état des lieux du véhicule, c'est vraiment la vérification de tous les éléments, donc éventuellement, tout ce que vous devez repérer, vous devez exiger que ce soit noté sur cet état des lieux. Si ça n'est pas noté, vous êtes en droit de refuser la signature avant que ça soit noté et vous avez intérêt vraiment à être très vigilant à ce niveau-là parce que sinon on va vous expédier tout ça. Si vous êtes en plus pas très à l'aise en langue, vous allez galérer pour communiquer. En fait, ils s'en moquent un peu, ils sont pas toujours consciencieux. Je ne parle pas des agences que je recommande qui en général sont souvent justement assez sérieuses pour ne pas faire ce genre de choses, mais on sait malheureusement que beaucoup d'agences, y compris les très grandes, hein, connues, internationales et tout ça, fonctionnent comme ça. On n'est jamais à l'abri de ce genre de mauvaises surprises. Donc, quand vous prenez une voiture, vous devez être d'accord avec le fait que vous avez fait le tour, que vous avez noté ce qui n'allait pas et que vous l'avez fait rapporter sur l'état des lieux. Vous devez également prendre des photos pour être sûr, surtout si la personne refuse de noter ce que vous lui demandez. Au moins, les photos viendront comme preuve et vous devez les conserver sur votre téléphone puisqu'il a l'heure et la date, hein, qui feront foi pour votre témoignage. Donc, ça sera plus simple de plaider votre cas dans ces situations-là. Donc, j'espère évidemment que vous n'aurez pas de problème, hein, mais je préfère toujours parler de ce qui ne plaît pas, de ce qui dérange, ou de ce qu'on ignore un peu par facilité, parce que c'est là qu'on se retrouve avec les difficultés ou avec les différends et qu'on va être amené à galérer. Donc, surtout, pensez à faire l'état des lieux. Quand vous êtes au cours de votre voyage, quoi qu'il arrive, quand vous êtes amené à vous garer dans des zones très fréquentées, tout ça, soyez vigilants aussi pour vérifier le véhicule. Dès que vous observez quoi que ce soit, n'hésitez pas à le signaler auprès de l'agence pour qu'au moins elle en soit informée. Vous demandez donc à ce que ce soit bien inscrit, parce qu'ensuite, c'est trop facile de prétendre qu'après tout, vous ne l'avez pas fait. Les agences, elles sont comme ça, surtout en train de saison, il y a une pressurisation. Donc, il est important, et une fois que vous l'avez signalé par un téléphone éventuellement, bon, on vous signalera la procédure à faire, hein. Pourquoi il faut le faire en cours de voyage? Parce que si vous avez un incident, un accrochage ou moindre collision, par exemple, certaines agences, surtout les internationales, imposent un constat de police. Donc, imaginons que, en fait, vous avez eu le problème, vous avez continué votre séjour, mais vous avez oublié de faire ce constat. Si vous avez oublié de faire ce constat, ça signifie en fait que vous n'aurez pas le document nécessaire pour que l'agence procède aux réparations. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prétendre à ce que le contrat de location soit exécuté. Donc, vous êtes soumis aux franchises et tout parce que vous n'avez pas respecté les conditions du contrat. Alors, bien sûr que quand on était en vacances, on ne va pas s'amuser à lire un contrat qui est souvent en croate, quand même, voilà, qu'on ne comprend pas, qui est de temps en temps, de plus en plus, heureusement, aussi en anglais. Mais il suffit quand même quand on parle anglais couramment, quand on voit tout ce qu'il y a à lire, on a rarement le temps ou l'envie de le faire. Et pourtant, on devrait, hein. C'est-à-dire que si possible, l'un de vos accompagnants pourrait vérifier le contrat
pour être sûr. Et si vous voulez pas vous embêter à lire, ce qui est tout à fait compréhensible, n'hésitez pas à demander auprès de la personne, même si elle n'est pas super conciliante ou super aimable, hein, ce qui peut arriver. Demandez-lui donc s'il arrive le moins de problèmes, faut-il un constat de police ou pas, hein? Et à ce moment-là, comme ça, vous serez avisé. Et malheureusement, ce constat est souvent à votre charge. En Croatie, il coûte entre 20 et 30 euros. Voilà, en gros, voilà ce qu'il faut savoir. C'est imposé par certaines agences, hein, souvent les internationales d'ailleurs, et donc son constat, ce n'est pas valable de faire agir euh, les réglementations de votre contrat. Donc, c'est important à savoir quand même, parce que je pense qu'aucune agence ne vous fait cette information de façon préalable. Donc, vérifiez tout auprès des agences, hein. Il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est pourquoi quand je recommande de faire des demandes de devis, de donner vraiment ses besoins pour pas avoir de frais, de surcoût qu'on n'a pas évalués, c'est assez intéressant de mettre toutes ces informations. Quand vous voyez aussi, l'allocation de voiture, les agences aujourd'hui, elles ont des procédés assez classiques, hein, c'est-à-dire qu'elles fixent une heure par jour à partir de laquelle, le jour commence et donc on est parti pour une journée de location. Donc évidemment, on ne débute pas tous les journées à 8 heures, hein, donc en réalité, le jour est appliqué à partir de l'heure de l'agence. Donc cette agence peut décider, que la journée commence à 10 heures pour elle, d'autres la font démarrer à midi ou à 14 heures. En fait, c'est très variable. Enfin, 10 heures, 12 heures, c'est les heures les plus classiques, hein. Donc ça signifie qu'en fait, votre journée de location, elle débute à 10 heures, elle va se terminer à 10 heures le jour suivant. Une fois qu'on a dépassé donc cette heure, on est parti pour une autre journée et vous avez bien compris comment ça fonctionne. Bon, il se trouve qu'on peut faire des économies, alors pas significatives, mais quand même non négligeables. C'est-à-dire que quand on prend et qu'on remet la voiture, on peut gagner des demi-journées ou des journées complètes de location en évaluant bien les besoins. Alors, dans le cas de Dubrovnik, par exemple, ou de Split, c'est d'autant plus intéressant de le réfléchir, hein. C'est-à-dire que ce sont des villes qui ont des navettes qui vous amènent aux aéroports, qui ont des tas de solutions de transfert. Donc, en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir la voiture jusqu'au dernier moment, sauf à avoir, et encore que même dans ces cas-là, le transfert existe, un départ très tôt le matin ou extrêmement tard le soir. Mais encore une fois, comme je vous dis, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un transfert pour ça. Donc, vous pourriez très bien abandonner votre voiture pour la veille et donc gagner un jour de location. Et en fait, vous allez faire une certaine économie parce que même si vous ajoutez le transfert, il est peu probable que le transfert soit plus onéreux qu'une journée ou 2 jours de location. Donc à ce moment-là, vous avez un petit gain et vous avez pu rendre la voiture sans engager une nouvelle journée qui sera facturé pour le prix co quotidien, hein, puisque c'est rare en fait que les agences pardon, utilisent un système de prorata. Donc bon, elles peuvent le faire, hein, mais à ce moment-là, si vous avez dépassé de 2 ou 3 heures l'heure prévue, on peut ne pas vous faire payer la journée, mais vous faire payer par heure, hein, et on est dans des coûts en général autour de 10 euros par heure, hein, de dépassement. Donc, en gros, si vous avez dépassé de 3 heures, vous y êtes pour 30 euros au lieu de 60 euros que vous paieriez pour le jour complet. Mais bon, encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on évalue avant, hein. C'est-à-dire qu'on sait comment ça fonctionne, on essaie de faire en sorte de rendre les véhicules en temps et en heure. Et à partir de là, on est dans un certain confort et normalement, on a un peu pris en compte tous les paramètres. Voilà en gros, ce que je voulais vous dire. Alors je vais donc vous montrer simplement les agences que je recommande de façon préférentielle, puisqu'on me pose souvent la question et que je réponds, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de raison de changer, des bonnes recommandations. Donc, l'agence de Sandro, c'est une petite agence artisanale d'une vingtaine de véhicules, qui est basée dans un village, de la Riviera de Zadar. Et en fait, l'intérêt, c'est si vous visitez la zone de Zadar ou de Split, vous avez la possibilité de louer avec une prise et une remise à l'aéroport de Split ou Zadar. L'intérêt, c'est que c'est zéro caution,
Donc, c'est l'un des seuls que je connaisse qui fait de la caution zéro, hein. Et il y a la franchise assez limitée à 200 € dans le contrat de base qui est déjà très satisfaisant. Et donc, sans surcoût, vous pouvez avoir une bonne couverture, hein. Bon, il reconnaît les cartes bancaires dont on a parlé avec les assurances, même s'il ne sait pas trop comment ça marche. En tout cas, lui, il ne va pas ne plus répondre à vos messages quand vous demandez les infos et les preuves dont vous avez besoin. Et donc, la livraison du véhicule, c'est ça qui est très important et très intéressant. Certes, est payante, mais en réalité, signifie que l'état des lieux, quelque part, il est basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'on va vous faire confiance, vous allez pouvoir faire votre état des lieux, vous faites l'état des lieux de remise avec les photos que vous adressez, et en fait, tout est clair, donc il n'y a pas de perte de temps. Ça signifie que dès que vous débarquez, votre voiture, elle est prise, il n'y a pas d'attente, en fait. Et ça, c'est très important. Parce que quand on compte le temps qu'on perd à refaire les vérifications, faire l'état des lieux, obtenir la voiture et enfin partir, bah, on est des fois à 2 heures et plus, hein. Donc en mode saison, c'est du temps perdu. Donc là, on gagne du temps. Ensuite, donc, vous payez en carte de débit ou par virement bancaire. C'est quelqu'un qui, bah, comme c'est une petite agence, on peut négocier les prix, hein. C'est-à-dire qu'on peut demander des petites remises. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ces remises sont très appréciables. Il n'y a aucun frais caché puisque vous pouvez automatiquement traverser toutes les frontières sans limite, prendre le ferry autant que vous voulez. Et deuxième conducteur n'est pas payant. Tout ce qui est assurance dont on a parlé, senior et jeune conducteur, pas de problème. Je pense que c'est aussi pour ça que je le recommande autant. C'est les conditions les plus souples et les plus optimales avec possibilité de louer à partir de 18 ans. Donc, mieux, ça va être difficile de trouver parce qu'ailleurs, il va falloir quand même avoir minimum 1 an de permis ou en tout cas avoir fait ses preuves. L'agence dans TLS est aussi une très bonne agence que je recommande parce que ils ont une flotte de véhicules de même marque à gamme moyenne, moderne et très bien entretenue. Normalement, c'est Suzuki. Ce sont donc enfin, il y a des bureaux dans toute la Dalmatie, y compris sur l'île de Korčula, donc vous pouvez découvrir la Dalmatie sans problème. Également des bureaux du côté de Zagreb, hein, ils font la fameuse diagonale. Pas de problème donc pour prendre le véhicule dans une ville et la remettre dans une autre. Là aussi, je ne l'ai pas dit en préalable, mais c'est souvent un surcoût qu'il faut évaluer, mais qui ne doit pas être un frein pour vous, puisque ce que vous gagnez dans le fait de ne pas avoir à revenir et à refaire la route et à donc gaspiller aussi du carburant, c'est à peu près compensé en général avec les surcoûts qu'induisent la remise de véhicules en dehors de l'agence où on l'a prise. Donc, c'est autour de 60-80 € pour les distances limitées, hein. Si vous la prenez normalement à Split, par exemple, vous la remettez à Dubrovnik, ça ne devrait pas excéder 60 ou 80 €. Évidemment, si vous la prenez à Dubrovnik et que vous la remettez à Zagreb, ça peut aller jusqu'à 120, hein. Là où ça peut être le plus problématique, c'est sûrement pas Zagreb, mais c'est plutôt l'Istrie, parce que c'est une région qui fonctionne en vase clos et qui est souvent limitée à elle-même, en fait, hein, ou très centrée sur elle, hein. Et du coup, les agences ont rarement la possibilité de remettre la voiture en Istrie, ou alors ça se paie de façon assez significative. Mais bon, c'est aussi le coût d'être allé en Istrie et d'avoir peut-être désiré en repartir ou y arriver et donc et repartir de Dubrovnik. Ensuite, donc, l'agence à Adriegate, c'est l'une de celles que je recommande le plus parce que par principe, déjà, ça fait 15 ans que je les connais et que je n'ai jamais eu de problème à communiquer avec eux et à avoir justement toujours des très bons retours, surtout en cas de différend finalement. Parce que ce qui compte en fait dans la fiabilité, c'est quand on a un problème. Parce que c'est trop facile de dire j'ai pas eu de problème, tout s'est bien passé. Il y a plein de personnes qui ont de la chance et qui vont pas avoir de problème. Et puis quand c'est nous qui l'avons, évidemment, ça change un peu la donne parce que ça se passe pas aussi bien. Donc l'objectif, c'est de savoir comment les agences répondent et règlent les différends, évidemment. Donc c'est un interlocuteur qui est francophone, qui va toujours prendre en charge les francophones, en tout cas ceux qui louent par le conseil d'Ideos, en tout cas, il les prend en charge toujours. C'est aussi lui qui propose les devis personnalisés sur les demandes de devis que vous pouvez faire
avec, la fameuse adresse que vous voyez ici, hein, et qui vous permet donc, d'accéder à un devis et ces 4 agences vous offriront, leurs propositions. J'ai indiqué toutes les infos qu'il faut prendre en compte, les heures de départ, d'arrivée, tout ça, pour que justement les devis soient les plus précis possibles et que vous puissiez intégrer tous les surcoûts éventuels dont vous auriez besoin par rapport à vos âges, par rapport à donc, ferry, sortie de frontières. Et donc l'agence Adriagate a revu, ses, packs d'assurance. En général, elle en a 3, hein. Un pack classique basique en fait, hein, qui est le plus celui dont vous pouvez vous contenter, mais qui couvre très peu de choses, si ce n'est la responsabilité civile. Puis ensuite, Smart Cover qui est un peu plus confortable avec la possibilité éventuellement, de sortir, de prendre le ferry, ou pour l'assurance supplémentaire de sortir des frontières avec un supplément et donc vous avez l'assurance évidemment un peu tout risque, hein, avec des franchises qui sont en fonction donc de la couverture que vous avez prise. En général, chez Adrigate, on est entre du 150 et du 300 en franchise ou du 0 si vous prenez évidemment l'assurance, optimale et donc après vous avez Viator. Last minute, alors last minute à pas confondre avec l'agence last minute, que vous utilisez peut-être pour vos voyages. En fait, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est une agence croate, qui est donc implantée nationalement, et qui vous permet donc de prendre un véhicule. Alors là, c'est un peu la nuance. Elle est anglophone, hein, donc les interlocuteurs, vous ne parlerez qu'anglais avec eux. Donc elle demande en général une carte à préautorisation. On peut demander peut-être si les cartes de débit sont éventuellement acceptées et c'est l'agence avec laquelle travaille Adriagate, sauf qu'Adriagate a négocié ses contrats d'assurance spécifiques et les conditions pour payer en carte de débit. Donc c'est pourquoi Adriagate souvent est une très bonne alternative, même si à la fin, vous utilisez la flotte des véhicules, de last minute et c'est chez eux que vous louez. Mais Adriagate est un intermédiaire extrêmement responsable, qui bon, justement évite les problèmes qu'on peut avoir avec les intermédiaires type comparateur de prix qui se dédouanent ou les, brokers, tout ce qui est donc, centrale de réservation spécialisée dans la location de voitures, donc les brokers. En fait, Auto Europe, Auto Escape, BSP par exemple, qui sont des solutions qui ne travaillent qu'autour donc de la location de voiture, un peu comme le font les courtiers et qui vous proposent tout type de contrats, mais qui en fait sont responsables de rien, puisqu'ils ne sont que les intermédiaires en fait, qui vous ont fait une offre, que vous avez éventuellement acceptée, puis après c'est l'agence évidemment qui est responsable, et qui prend le relais. Là en fait, on n'est pas du tout dans ce système, hein, Adriagate s'occupe de tout. Donc c'est un intermédiaire responsable impliqué. Il ne fait pas juste de la proposition d'offre. C'est une agence finalement à part entière, mais qui utilise les véhicules d'une autre agence. Mais au final, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Après, vous avez des tas d'agences, Orix, Novarent, Unirent, toutes ont leurs conditions. Les fréquentations en général, la plupart donc les pratiques, et vous avez donc à intégrer tous ces frais. euh, et si vous ne les voyez pas sur leur site, vous allez les rechercher. Dans tous les cas, il est important de faire le tour des informations et de comparer toujours ce qui est comparable. Voilà, là, je pense que j'ai fait le tour. Alors, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Élodie, peut-être vous avez une question, des questions par rapport à votre configuration, votre voyage? A priori, non. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux principales questions que vous pouviez avoir. Enfin, j'espère en tout cas. Je sais que c'est quand même un peu long, donc il y a beaucoup d'informations à intégrer. Le mieux, c'est toujours quand même de réfléchir à son propre projet, à ses propres contraintes en fonction de ce que vous avez comme heure d'arrivée, de départ, ou de projet tout court, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement dans des autotrips classiques avec la voiture de location de A à Z, hein.
On peut faire un combiné, location de voiture un moment, utiliser le bus à un autre moment et puis on peut même, faire un beau trip. D'accord, je comprends. Bon, si vous n'avez pas de questions et si vous en avez donc, bah, vous pouvez les poser par écrit, je j'essaierai d'y répondre. Ah et donc, j'espère que vous apprécierez donc, les infos qui ont été communiquées. Bon, si vous avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, contact avec moi en privé pour qu'on puisse échanger. Même si là, vous n'avez pas de micro, ça serait compliqué. Mais si toutefois, ça fait partie de vos besoins, bah, voilà, vous aurez pas de souci, pour qu'on puisse discuter de votre projet de façon un peu plus précise. Voilà. Donc la location de voiture, juste pour dernier rappel des éléments à ne surtout pas négliger. Vérifiez votre carte bancaire. Ne faites jamais de réservation avant d'avoir fait des vérifications auprès de votre banque. Toujours faire la réservation, la finalisation, la réservation sur le site avec la carte bancaire que vous allez utiliser sur place, parce que sinon on peut vous refuser cette réservation et ne pas vous livrer le véhicule. Si vous voulez vraiment limiter les mauvaises surprises, il faut prendre des offres avec des franchises limitées. Parce que malheureusement, la franchise, on peut être amené à devoir la payer, hein, ça fait partie de toutes les assurances. Mais évidemment, plus elle est limitée, moins ce sera pénible en termes de coûts. On évite tout ce qui est franchise à 1 300, 1 600 € parce que c'est complètement dingue. Donc, entre 150 et 200 €, c'est normalement raisonnable, hein. Ça, certes, c'est pas agréable, mais en plus, certaines franchises vont être partielles, donc ça signifie pas que vous allez devoir payer impérativement les 200 €. Bah, les agences comme Sandro, par exemple, quand il y a un petit souci avec une rayure. Ah bah, si elle est pas très grave, en fait, ça va sans problème, ça va passer, vous aurez aucun surcoût. Si elle devait être grave, en fait, il va jamais vous prendre les 200 €, hein. Il prendra au prorata de ce que ça lui a coûté. Donc c'est aussi pour ça que je recommande une agence comme la sienne, hein. C'est parce que ce sont, des personnes qui ont travaillent à l'ancienne, hein, un peu artisanal, c'est-à-dire que leur but, c'est pas de bah, de se mettre à dos les gens enfin les clients qui seraient pas contents des réservations parce qu'ils ont 200 € pour une rayure ou plus. Donc en fait, ils sont beaucoup plus, conciliants et en fait, c'est important aussi parce qu'on sait que, ben, tout n'est pas censé coûter ce que les franchises stipulent, hein. Donc voilà, on évite aussi tout ce qui est, surcoût en s'informant auprès de son agence, bancaire pour savoir ce qui est compris exactement dans l'assurance de carte bancaire. On paie forcément avec cette carte si on veut bénéficier de la protection et on demande donc à l'agence, par écrit, toujours par écrit, si elle reconnaît être informée et accepter la carte bancaire comme, moyen d'assurance. Parce que c'est là que les galères se posent pour obtenir, les, documents dont vous aurez besoin pour constituer votre dossier pour les rachats de franchise et tous ceux que vous aurez peut-être, fait intervenir. Donc voilà les grands éléments que je voulais rappeler. Encore une fois, la voiture n'est pas indispensable en Croatie, mais si on souhaite le confort d'un autotrip où on va bouger sans se poser trop de questions et qu'on va vouloir éventuellement dormir dans des villages, essayer d'aller dans des zones un peu à l'intérieur des terres ou bah, découvrir, lors de ces journées beaucoup plus de choses hein, parce que la voiture permet de s'arrêter n'importe où. Sur un cas comme, Plivice, par exemple, il y a aucun problème pour aller de Zadar jusqu'à Plivice en bus, ça c'est même une évidence, ça dure 1 h 30, 2 heures environ le trajet. Bon, vous vous plantez à Plivice, vous visitez le parc, vous êtes très content et vous repartez. La différence, c'est que quand vous avez loué une voiture, vous pouvez découvrir Plivice, profiter donc d'aller à Rastoké voir les chutes qui sont très jolies et tous les habitats classiques de cette région de Lika avec, les moulins à eau, les chalets. Vous pouvez, prolonger du côté de Kuterevo pour voir les ours, parce que si vous avez quand même la frustration de ne pas avoir croisé d'ours et vous avez de la chance quand même de ne pas en croiser à Plivice, sachez qu'à Kuterevo, il y a un petit refuge dans lequel on soigne des ours, orphelins ou, blessés ou malades. Donc vous avez la possibilité évidemment de continuer donc par Kuterevo, faire un petit coucou aux ours et donc ensuite rentrer tranquillement. Vous avez d'autres choses sur le parcours, hein, possibles, comme, la source de la rivière Gatchka qui est pas loin de Kuterevo. Donc si vous voulez faire une petite
pause, bah, vous voyez que la journée, c'est quand même pas tout à fait la même chose d'avoir vu tous ces sites que d'être allé à Plivitzé. Donc ça, c'est clair que normalement, pareil pour Kerka, hein, on peut aller sans problème en bus à Schkradin, ou à Lozovats, mais en fait, si on veut explorer le parc de façon approfondie, on est impérativement obligé de louer une voiture. Donc, pareil sur les îles, hein. Si vous découvrez les îles, il faut pouvoir s'y déplacer confortablement. Le bus, c'est toujours des liaisons limitées, pas seulement parce qu'il y a peu de bus, mais parce qu'il y a peu de villages, en fait, qui sont desservis et donc en réalité, si on commence à mettre ces contraintes alors qu'on n'a que quelques heures devant soi pour découvrir une île, sûr que rien ne vaut d'avoir une voiture pour découvrir une île. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre confiance et donc comme je le dis toujours, surtout restez curieux et voyagez curieux, c'est très important. À bientôt.